Un millionnaire rentra chez lui et entendit sa fille crier. Ce qu'il vit à l'intérieur le bouleversa. Et si la vraie richesse n'était pas le luxe, mais la possibilité d'être présent? Cette histoire ne parle pas d'un scandale, mais d'un choix, celui de comprendre comment un seul acte peut briser la confiance fragile d'un enfant, et comment, pas à pas, on peut la reconstruire. Dans cette maison, il y avait toujours des bruits de pas. Quelqu'un portait un plateau de fruits, quelqu'un jouait des gammes au piano, quelqu'un claquait des talons sur le marbre. Mais aujourd'hui, c'était le silence complet. Même l'horloge du hall semblait s'être arrêtée. Le manoir somptueux, avec ses nombreuses chambres recouvertes de soie et de velours, paraissait figé. Tous les employés avaient reçu un message de Clara tôt le matin. Aujourd'hui, c'est congé. Nous ferons une désinfection et un grand ménage. Merci de ne pas venir. Assurez-vous que la maison soit propre et vide. Ils avaient l'habitude de faire confiance à Clara. Elle travaillait dans la maison depuis plus longtemps que quiconque, presque depuis 2 décennies. Toujours ponctuelle, stricte, elle savait où chacun gardait sa brosse à chaussures et sa tasse préférée. On la respectait, on la craignait même un peu. Mais cette fois, c'était différent. Aujourd'hui, Clara ne nettoyait rien. Elle marchait dans la maison avec des gants en latex et tendait l'oreille. À l'étage, dans une chambre rose décorée d'un baldaquin et de coussins moelleux, se trouvait une petite fille de 6 ans, Zuri. C'était le nom qu'elle portait à l'orphelinat, et Jamal Enley, lorsqu'il avait obtenu sa garde, n'avait pas voulu le changer. Ce matin-là, elle s'était réveillée la première. Personne ne lui avait apporté de lait au miel, ni aidé à choisir une robe, ni mis de musique. Elle avait tenté de chercher Clara et d'appeler son père, mais il n'y avait pas de téléphone dans la chambre. Elle descendit doucement dans le hall, pieds nus, vêtue de son pyjama à nounours. Clara se tenait à la fenêtre et regardait le jardin. « Où sont-ils » demanda Zuri en s'approchant. Clara se retourna lentement, puis répondit d'un ton glacial. « Il n'y a personne aujourd'hui. Je suis seule. Toi aussi. » Zuri serra plus fort son lapin en peluche, vêtu d'un pull usé. Elle voulut dire qu'elle voulait appeler son papa, mais Clara s'avança soudainement et lui saisit le bras. « Tu ne comprends pas, hein? Tu crois que tu es la maîtresse ici? Tu es qui, toi, pour donner des ordres? Tais-toi quand on te parle. » Sa voix monta jusqu'au cri. « Papa a dit que je pouvais. » balbutia Zuri. « Papa, » ricana Clara. « Ce n'est pas ton père. C'est juste un homme riche. Pour lui, tu es un projet, comme une nouvelle télé. Il s'enlacera et te jettera. » Zuri recula. Ses lèvres tremblaient. « C'est pas vrai. »« C'est la vérité, » coupa Clara sèchement. « Tu es juste toléré ici. Et si tu continues à faire des caprices, tu retourneras très vite là où on t'a trouvé. » Zuri colla son lapin contre son visage et éclata en sanglots. Clara saisit un plateau avec du thé froid et le jeta violemment contre le mur. « Tu es une petite ingrate gâtée. J'ai passé des années à m'occuper de toi, et toi, tu me manques de respect ?» La petite se couvrit les oreilles de ses mains. Mais à cet instant, derrière la porte en bois à poignée en laiton, quelqu'un était déjà entré. Jamal Enley n'avait pas prévu de revenir au manoir avant le soir. Mais après avoir trouvé une marionnette ancienne dans une foire en Italie, un petit théâtre de marionnettes, il avait eu envie de faire une surprise à sa fille. Il n'avait prévenu ni les gardes, ni le cuisinier, ni Clara. Il avait simplement ouvert la porte et était entré. Le premier détail qui l'intrigua fut le silence. Puis, il entendit un cri. Pas un simple pleur d'enfant, quelque chose de plus déchirant. Il laissa tomber la boîte à jouets et se précipita en haut de l'escalier. Le bruit de ses pas résonna dans toute la maison. Il ouvrit brusquement la porte de la chambre de Zuri et resta figé. Clara était debout, la main levée. Son visage exprimait la colère et la panique. Zuri pleurait, recroquevillé sur le lit, serrant son lapin. Clara se retourna et vit Jamal. « Monsieur Enley. Ce n'est pas ce que vous croyez. » Elle faisait une crise, j'essayais juste de... Brent, dit calmement Jamal sans quitter Clara des yeux, monte dans la chambre de Zuri et appelle une autre gouvernante. Clara s'en va. Immédiatement. Il n'avait pas haussé la voix, mais il n'y avait pas une once d'hésitation dans son ton. Clara fit un pas en arrière. « Je suis ici depuis 20 ans. Vous ne comprenez pas. » Il s'approcha.
20 ans ne veulent rien dire si elles se terminent par une trahison. Partez maintenant. Lorsque le garde arriva, Clara ne résista pas. Elle jeta un regard à Jamal. À un bref instant, quelque chose vacilla dans ses yeux. Mais il tenait déjà sa fille dans ses bras. Zuri enfouit son visage contre son épaule et murmura. Elle a dit que tu ne me croirais pas, et que tu me renverrais. Jamal la serra fort. Tu es ma fille. C'est moi qui t'ai choisie. Je t'aime et je serai toujours avec toi. Dans le hall, pour la première fois depuis longtemps, l'horloge se remit à faire tic-tac. Lorsque Brent raccompagna Clara, une tension silencieuse régnait. Le garde ne posa aucune question. Les yeux de Jamal disaient clairement, ce n'est pas le moment de discuter. Il appela le chauffeur, et quelques minutes plus tard, les portes du manoir se refermèrent sur celles que l'on considérait encore ce matin comme irremplaçables. Anna, une femme de ménage discrète au regard doux, monta à l'étage. Elle vit Zuri et s'arrêta à la porte. « Tout va bien », dit doucement Jamal. « Reste avec nous. » Anna hocha la tête, s'approcha du lit et caressa tendrement les cheveux de la petite. Elle ne dit rien, mais dans son silence, il y avait plus de compréhension que dans des dizaines de mots. Zuri ne lâchait pas son lapin, ses épaules tremblaient. « Je t'ai acheté un cadeau », se souvint soudain Jamal. « Un vrai théâtre de marionnettes », dit Ali. « Mais je l'ai fait tomber dans l'escalier. »« Il est cassé », sanglota la fillette. « Je n'ai même pas regardé. Je t'ai entendu, et c'était plus important. » Elle le regarda à travers ses larmes. « Mais, elle a dit que j'étais une étrangère. Que tu ne voudrais plus être avec moi, si je suis méchante. » Jamal resta silencieux un instant. Il s'assit à côté d'elle et lui prit la main. « Zuri, tu sais pourquoi je t'ai choisi. » Elle secoua la tête. « Parce qu'à l'orphelinat, tu étais assise dans un coin, tu te balançais d'avant en arrière. Tous les autres enfants essayaient d'attirer l'attention, ils sautaient, criaient, mais toi, tu tenais juste ton lapin contre toi sans regarder personne. Je me suis approché et je t'ai demandé, pourquoi tu ne joues pas? Et tu as répondu, parce que je n'ai personne avec qui jouer. Alors j'ai su, je voulais être cette personne avec qui tu te sentirais bien. » Elle se remit à pleurer, mais ses larmes étaient différentes, douces, silencieuses. J'avais peur que si je faisais des caprices, tu ne veuilles plus de moi. Je voudrais toujours être avec toi. Même si tu es têtu. Même si tu es de mauvaise humeur. Même si tu es en colère. Ça ne change rien. Il se leva et alla chercher la boîte qu'il avait fait tomber. Le théâtre de marionnettes était intact, seulement un peu éraflé. Il le posa sur la table de chevet. « Demain soir, je te ferai un spectacle. Je vais apprendre à les manipuler, je suis sûr que j'y arriverai. » Elle sourit à travers ses larmes. « Avec le lapin ? » Bien sûr, il sera le héros. Tard le soir, Jamal était assis dans son bureau. Devant lui, la liste complète du personnel, du jardinier au professeur de français. Il entourait certains noms au crayon rouge. Non pas pour licencier, mais pour poser une question. Où étiez-vous pendant que ma fille criait dans cette maison? Sur son bureau, son téléphone. Il appela le contact, Dr Savlieva, une femme avec qui il avait collaboré sur un projet caritatif, spécialisé dans le soutien aux enfants victimes de maltraitance. Angela, c'est Jamal en lait. J'ai besoin de votre aide. Ce n'est pas urgent, c'est très urgent. Le lendemain matin, une tension discrète flottait dans l'air. Jamal réunit tout le personnel dans la serre d'hiver. Personne ne savait exactement ce qui s'était passé, mais l'absence de Clara et le visage fermé de leur patron en disaient long. Il ne haussa pas la voix. Dans cette maison, un enfant a crié. Personne n'est venu. Personne ne m'a appelé. Vous avez tous fait comme si c'était normal. Il marqua une pause. À partir d'aujourd'hui, il y a une seule règle. Si vous êtes témoin d'une injustice, de violence, de peur et que vous vous taisez, vous ne travaillez plus ici. Certains hochèrent la tête, d'autres baissèrent les yeux. 2 membres du personnel, le chauffeur et une aide cuisinière, quittèrent la pièce en silence, sans un mot. 3 autres, une jeune nourrice, le jardinier et le professeur de musique, vinrent voir Jamal après la réunion. Il pleurait. L'un d'eux dit. On ne savait pas. Mais ce n'est pas une excuse.
Pardonnez-nous. Jamal hocha la tête. Vous pouvez rester. Mais plus jamais dans le silence. Ce jour-là, un document fut signé. Angela Savlieva, spécialiste en psychologie infantile, fut officiellement engagée comme conseillère et thérapeute personnelle de Zuri. Le soir venu, Jamal annula son voyage d'affaires à Tokyo. Il alla chercher Zuri lui-même après les cours. Ils dînèrent ensemble. Elle avait choisi le menu. Ensuite, le théâtre de marionnettes ouvrit enfin. Avant de dormir, alors qu'elle était déjà couchée, Zuri demanda doucement. « Et si tu repars encore ?»« Je ne partirai pas. Sauf si tu viens avec moi. »« Promis. » Elle acquiesça. Alors qu'il s'apprêtait à quitter la chambre, Zuri l'appela. « Papa ? Merci, de m'avoir entendu. » Il revint, s'assit au bord du lit et lui murmura. « Je t'entendrai toujours, même quand tu ne dis rien. » Le lendemain matin, pour la première fois depuis longtemps, de la musique classique résonna dans la maison. Pas parce que c'était écrit dans le planning, mais parce que Zuri l'avait choisi. Elle avait appuyé elle-même sur le bouton du lecteur pendant que Jamal boutonnait sa chemise. Une petite main avait lancé la valse de Chopin dans la pièce. Elle sourit. Même la lumière qui perçait les rideaux épais paraissait plus douce. Pendant que Zuri dessinait avec Anna dans la salle de jeu, une réunion avait lieu en bas. Seules les personnes restées étaient présentes. La cuisinière Martha, le garde Brent, le professeur de musique Henri, la gouvernante Anna, et la nouvelle venue Angela Savlieva. Jamal se tenait à la fenêtre, une tasse de café froid à la main aussi froid que sa confiance passée envers les gens de cette maison. Hier, nous avons commencé un nettoyage, dit-il calmement. Mais vous comprenez que je ne parle pas de poussière. Un silence s'installa. Je sais que Clara était une figure forte, influente. Elle imposait son ton. Et peut-être aviez-vous peur de la contredire. La cuisinière Martha serra les lèvres. On ne savait pas qu'elle pouvait s'en prendre à un enfant. Vous le saviez, intervint calmement Angela. Peut-être pas tout. Mais vous ressentiez le regard, la tension, la pression. Ces choses ne restent pas cachées éternellement. Vous vous êtes tu, par peur ou par habitude. Sa voix était douce, mais ses mots étaient des aiguilles. Henri, le jeune professeur de musique français à la posture voûtée, leva les yeux. Je l'ai entendu crier une fois, j'ai cru que c'était juste une dispute. Dans une maison où vit un enfant, il n'y a pas de simple dispute entre adultes, fit remarquer Jamal. Ni avec le personnel, ni avec ceux à qui j'ai confié sa sécurité. Anna serra un mouchoir dans ses mains. Sa voix trembla. Pardonnez-moi. Je croyais qu'elle était juste sévère. Mais maintenant, je comprends, ce n'était pas de la sévérité. Jamal acquiesça. Je ne suis pas là pour me venger, ni pour une chasse aux sorcières. Mais à partir d'aujourd'hui, nous construisons une autre maison. Une maison où l'enfant n'est pas un ornement, ni une ligne dans un rapport, mais le sens même de ce lieu. Il posa un dossier sur la table. Nouveau règlement. Zuri sera toujours accompagné d'au moins 2 adultes, non pour la surveiller, mais pour la soutenir. Dans sa chambre, un bouton d'alerte. Chaque semaine, une séance avec Angela. Et surtout, j'annule tous mes déplacements. Si je dois travailler, je le ferai depuis ici. C'est moi qui irai la chercher à l'école. Je serai là. Il regarda chacun d'eux. Ceux qui pensent ne pas pouvoir faire partie d'une telle maison peuvent partir maintenant. Sans scandale, sans honte. Mais à jamais. Un long silence s'installa. Personne ne bougea. Alors Jamal inspira profondément et se tourna vers Angela. Vous travaillez avec des enfants qui ont vécu des choses difficiles. Dites-moi, comment puis-je regagner la confiance de ma fille? Angela répondit sans hésiter. On ne peut pas. Il haussa les sourcils, surpris. Pas directement. Parce que la confiance ne se construit pas avec des mots. La confiance naît des petites choses, de la régularité, du fait que vous ne soyez jamais en retard à un rendez-vous, que vous ne laissiez jamais tomber une promesse, que vous soyez la même quand elle dit qu'elle veut être seule. Comment saurais-je que ça a marché? Demanda-t-il. Angela sourit. Vous ne le saurez pas. Un jour, elle ne sursautera plus au bruit des pas derrière la porte, elle ne tiendra plus son lapin comme une armure. Alors vous comprendrez que vous êtes chez vous. 3 jours plus tard,
Zuri sortit dans le jardin, accompagnée de 2 adultes, Anna et Angela. Elle ne courait pas, elle marchait simplement sur le chemin, ramassait des feuilles, regardait le ciel et parlait parfois à son lapin. Quand Angela lui demanda le nom du lapin, la fillette répondit. Rab. Je lui raconte tout, mais il n'écoute pas toujours. Et toi, est-ce que tu restes silencieuse avec lui? Zuri réfléchit. Parfois, quand j'ai juste besoin que quelqu'un soit là, même sans parler. C'est bien, approuva Angela. Parfois, le silence est aussi une conversation. Le soir, Jamal apporta à Zuri un nouveau livre avec des marionnettes. Ils jouèrent ensemble, d'abord selon le scénario, puis à leur façon. Dans la dernière scène, la marionnette du papa dit « Je viendrai toujours si tu m'appelles, même doucement, même à voix basse. » Zuri sourit en quoi. « C'est toi qui l'as inventé ?» « Bien sûr, » répondit fièrement Jamal. « C'est une première juste pour toi, alors demain on pourra refaire le spectacle, mais seulement si tu fais toutes les voix toi-même, même celles des méchants, et du roi des souris. » Elle éclata de rire, un vrai rire rauque et mélodieux. Ce soir-là, en quittant sa chambre, Jamal comprit pour la première fois qu'elle riait non pas parce qu'il fallait, mais parce qu'elle le voulait. Parfois, les matins dans la maison commençaient dans le silence, mais ce silence n'était plus pesant, il était attentif, comme une pause avant des mots importants. Une semaine passa. Zuri ne quittait plus son lapin. Elle vérifiait toujours avant de dormir si la porte était bien fermée, si le rideau bien tiré, si la veilleuse allumée. Mais dans son regard, il y avait quelque chose de nouveau, de l'attente. Quand Jamal entrait dans sa chambre, peu importe s'il avait un livre, un jouet, ou juste son regard où elle le regardait comme si elle ne croyait pas qu'il était là, puis elle souriait avec soulagement. Chaque soir, Jamal et Angela parlaient de la journée. Aujourd'hui, elle m'a demandé juste d'être là pendant qu'elle mangeait. Elle ne m'a pas pris la main, elle ne parlait pas, elle regardait simplement par la fenêtre. C'est un bon signe, dit Angela. Souvent, les enfants qui ont vécu des pressions psychologiques n'osent pas demander. Ils ont peur que leur demande soit perçue comme une faiblesse ou de l'audace. Ça veut dire qu'elle commence à comprendre, ici, c'est possible. Que faire si un jour elle se referme de nouveau? Demanda Jamal. Être là. Même si elle se tait. Ne pas exiger d'explication. Ne pas tirer de conclusion. Juste être là, même physiquement. Il hocha la tête, puis demanda presque à voix basse. Comment peut-on se pardonner de ne pas avoir entendu alors qu'on vivait sous le même toit? Angela ne répondit pas tout de suite. Parfois, pour entendre un cri, il faut d'abord arrêter d'écouter le bruit ambiant. Vous êtes revenu et vous l'avez entendu. C'est déjà plus que ce que beaucoup font. Mais il vous reste encore beaucoup à faire. Elle vous testera d'abord avec des caprices, puis avec le silence, puis avec une sincérité entière. À chacune de ces étapes, elle regardera si vous êtes encore là, si vous l'aimez toujours. Un soir, pendant que Jamal lisait une histoire à Zuri, elle demanda soudain. « Est-ce que tu as déjà rencontré des gens méchants quand tu étais petit ?» Il se tut un instant. « Oui », finit-il par dire. « Un professeur qui me rabaissait devant tout le monde, qui disait que je ne réussirais jamais, que j'étais idiot. J'avais 11 ans. Tu as dit à tes parents? » Non. Je pensais que s'il le savait, il dirait qu'il avait raison, ou qu'il croirait que je me plaignais. J'ai juste gardé le silence, mais à l'intérieur, tout bouillonnait. Elle hocha la tête. Moi aussi, ça crie à l'intérieur, parfois même la nuit. Je ne suis pas en colère, je ne peux juste pas arrêter d'avoir peur. Il posa sa main sur la sienne. Je ne peux pas faire partir ta peur, mais je peux être avec toi pendant que tu luttes contre elle. Zuri se tourna sur le côté et chuchota. Serre-moi fort. Parfois, Zuri craquait. Par exemple, un jour avant une promenade, elle cria soudain. Je ne veux pas y aller. Tout est nul, tout pue. Anna recula, Angela observait, et Jamal s'assit par terre, juste à côté des chaussures. D'accord, on ne va pas y aller. On va juste rester là. Parfois, je ressens la même chose, même en costume. Zuri cligna des yeux. Tu avais un costume à 10 000, toi? Je ne le porte plus. Il sentait les attentes où je n'étais pas. Elle souffla et rit,
malgré sa colère. Je pensais que tu ne savais pas faire rire. Tu pensais? Moi je savais. Je le cachais juste. Il lui lia les lacets. On va faire au moins 3 pas. Si tu n'aimes pas, on revient. Ils firent ces 3 pas, puis 7 de plus, puis passèrent 1 heure dans le jardin à parler du roi des souris qui était devenu cuisinier parce qu'il avait peur des combats. Le soir, avant de dormir, elle dit soudain. Parfois, je pense que si je demande, tu partiras quand même, tout doucement, sans jamais revenir. Il se leva du fauteuil et s'assit à côté d'elle sur le lit. Pourquoi? Parce que j'ai déjà eu des adultes qui souriaient au début, puis disparaissaient sans jamais rien expliquer. Juste un jour, plus rien. Moi, je ne disparaîtrai pas. Même si je suis fatigué. Même si je suis en colère. Même si tu es fâché contre moi, je serai là. Ce n'est pas un contrat, c'est une promesse. Elle hocha la tête lentement, sans vraiment y croire, mais comme pour accepter. Puis elle dit. C'est presque drôle. Alors demain, tu seras la reine marionnette et moi le bouffon. Ils furent d'accord. 2 jours plus tard, Jamal reçut une lettre d'un de ses partenaires. Vous nous quittez déjà depuis plusieurs semaines, pas une seule réunion. Ce n'est pas votre habitude. Il a répondu brièvement, c'est encore moi, mais je change et je ne regrette rien. Zuri se réveillait encore parfois la nuit, parfois à cause de cauchemars, parfois sans raison. Une nuit, elle réveilla Jamal. Papa, chuchota-t-elle, debout devant la porte de sa chambre. Tu dors? Il ouvrit immédiatement les yeux. Non. Que se passe-t-il? J'avais juste peur. Je voulais m'assurer que tu es toujours là. Il s'approcha, la prit dans ses bras, resta quelques secondes simplement à sentir qu'elle se blottissait contre son épaule. Je suis là, Zuri. Je serai toujours là, même quand tu dors, même quand tu as peur, même si tu ne dis rien. Quelques jours plus tard, elle demanda soudain. Papa, est-ce que je peux essayer d'éteindre la veilleuse? Bien sûr, mais si tu as peur, on la rallumera. Il alla vers l'interrupteur, éteignit la lumière. Quelques secondes d'obscurité, puis une voix sous la couverture. Ce n'est pas encore effrayant, c'est même un peu confortable. Cette fois, elle s'endormit la première. Dans le manoir, tout était toujours impeccable, les sols brillants, les murs sans taches, la porcelaine parfaitement rangée. Mais maintenant, cet ordre n'était plus froid. Dans la cuisine, l'odeur du pain chaud flottait, on riait dans le hall, et quelque part en haut, une voix d'enfant essayait de chanter avec la flûte. On entendait de nouveau un cœur battre dans cette maison. Depuis le départ de Clara, presque 2 mois s'étaient écoulés. Zuri se réveillait seule, se levait, ajustait la couverture de son lapin Robbie, choisissait elle-même ses vêtements, parfois pas adaptés à la saison ou pas assortis, mais elle le faisait seule. Jamal ne venait plus dans sa chambre le matin en demandant « Tu as bien dormi ?» Maintenant, il entrait en disant « Tu es déjà en train de faire de la magie ici ?» Elle faisait de la magie avec ses livres, ses Legos, ses costumes pour les spectacles. La nuit, elle ne se levait plus, parfois elle appelait en dormant, mais doucement, sans panique. Robbie, son compagnon fidèle, était maintenant posé à côté d'elle, pas serré contre elle comme avant, quand il était son bouclier. Jamal avait changé. Son bureau débordait encore de documents et d'appels, mais il mettait son téléphone en mode silencieux quand Zuri lui lisait ses histoires, ou dessinait un portrait de son lapin avec une couronne, ou demandait de l'aide pour fabriquer un théâtre d'ombre avec ce qu'elle trouvait. Parfois, il pensait que s'il avait autrefois considéré le temps comme de l'argent, il savait maintenant que le temps c'est la confiance construite sur des milliers de petits détails. Il était devenu différent, non pas à cause d'une tragédie, mais parce qu'il avait regardé sa fille dans les yeux et vu. Elle n'a pas besoin de protection ni de confort, mais de moi. Un jour, Angela resta seule avec Zuri et lui demanda « Si tu pouvais faire un vœu, lequel choisirais-tu » Zuri réfléchit puis haussa les épaules. Avant, j'aurais dit « Je voudrais que tout le monde soit gentil, ou que personne ne crie, ou que papa ne parte jamais. » Maintenant, elle se tut. Maintenant, je veux juste que tout reste comme ça, que ça ne redevienne pas comme avant. Angela sourit. C'est un beau vœu, très sincère. Et tu crois qu'il peut se réaliser?
Sans doute, parce qu'avant je ne croyais pas que je rirais, et maintenant je ris. Le nouvel ordre dans la maison était devenu permanent. Les employés apprenaient à voir non seulement des instructions, mais une âme vivante. Anna suivait un cours de psychologie infantile. La cuisinière Martha demandait chaque jour à Zuri ce qu'elle voulait pour le dessert. Même Brand, habituellement strict, plaisantait parfois. Aujourd'hui, Robbie gardait la maison, temporairement en réserve. Quand Jamal vit sa fille faire la visite pour un nouveau tuteur, fier de montrer son placard secret pour les comptes, il comprit qu'elle acceptait cette maison non comme un refuge temporaire, mais comme sa place. Un soir, ils étaient assis dans le jardin, Jamal lisait à voix haute pendant que Zuri dessinait sur ses genoux. « Tu sais que ta voix m'endort parfois ?» dit-elle soudain. « C'est mal ?» Il rit. « Non, c'est comme si c'était sûr, comme si tant que tu lis, personne ne viendra et ne dira que je suis ici par erreur. » Il se tut, posa le livre. « Tu n'es pas une erreur, ni un hasard. J'ai vu des centaines d'enfants, j'ai écouté, choisi, mais quand je t'ai vu, j'ai su que je ne pouvais pas partir, ni alors ni maintenant. » Zuri hocha la tête et ajouta soudain. « Même si un jour je deviens grande et méchante, même si tu deviens président et que tu supprimes le chocolat, même si tu deviens sculpteur et que tu décides de modeler une maison en fromage, je serai toujours avec toi. » Elle regarda le ciel où un avion passait. « Avant, j'avais peur de ces bruits parce que je pensais que c'était toi qui partais. Maintenant, je n'ai plus peur parce que je sais que si tu pars, tu m'emmèneras avec toi, ou tu reviendras. » Il la serra dans ses bras. Ce soir-là, presque endormi, Zuri l'appela doucement mais avec assurance. « Papa, je suis là. Merci de m'avoir entendu, alors et maintenant. » Il s'assit à côté d'elle, prit sa main. « Je t'entendrai toujours, même si tu ne dis pas un mot. » Elle ferma les yeux. « Parce que maintenant, tu es vraiment à moi. » Ce n'était pas une question, c'était une affirmation, un fait, comme la première fois où un enfant cesse d'attendre et commence simplement à vivre.